Bien, alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, alors vous voyez bien sûr le fichier partagé. OK. Alors on va bien sûr commencer. La dernière fois, on s'est arrêté justement lorsqu'on est arrivé à une nouvelle partie dans laquelle on va parler des médias et des topologies. Donc c'est une partie sur laquelle on va passer rapidement parce que déjà on avait parlé plusieurs fois des supports de transmission qui sont utilisés et les différentes topologies qui existent. Mais on doit quand même en parler rapidement parce que lorsqu'on parle des réseaux locaux, forcément, puisqu'on a dit la dernière fois, qui dit réseaux locaux dit principalement les deux couches les plus basses, à savoir la couche physique et la couche liaison de données. Et la couche liaison de données qui est elle-même subdivisée en deux sous-couches. La sous-couche MAC, qui est reliée directement avec la couche physique, et la sous-couche LLC, qui fait l'interface avec la couche réseau. Donc avec les autres couches du réseau, notamment lorsqu'on est dans le cadre de TCP/IP, ça va être donc la couche IP. Donc on va parler de cette couche-là rapidement, donc les topologies physiques et les supports de transmission. D'accord? Alors, donc on va parler des supports, les différents supports, donc rapidement, bien sûr des supports en cuivre, comme par exemple la paire torsadée, le câble coaxial, etc. Mais il y a aussi des supports qui ne sont pas en cuivre, donc la fibre optique qui peut être en verre ou bien en plastique, ou là par exemple aussi en silice, donc les différentes matières qui peuvent qu'on peut avoir au niveau des fibres optiques. On va parler un petit peu du câblage aussi et des principes. Alors, d'abord, première des choses à rappeler, c'est qu'il faut bien sûr distinguer entre deux topologies. La topologie, il y a topologie physique et il y a topologie logique. Alors, topologie physique, c'est la forme physique du réseau, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que c'est un réseau? Physiquement, les stations sont organisées sous forme d'un anneau, ou là sous forme d'un bus, un seul câble, ou là sous forme d'une étoile, par exemple un hub avec des stations qui sont reliées directement aux différents ports du hub, ou un switch, etc. Donc il y a plusieurs manières de faire. Il y a aussi la question des étages, etc. Est-ce qu'on va avoir des cascades, est-ce qu'on va avoir une arborescence, etc. Donc ça, c'est les spécificités, si on veut dire, intrinsèques au positionnement des stations et leur forme, ou la forme du réseau au niveau d'un établissement donné, etc. Donc là, il y a des questions de distance qui se posent, il y a question de câblage, de gain, de brassage, etc. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut régler, de contraintes physiques qu'il faut régler. Donc on parle ici de topologie physique du réseau, la forme physique de ce réseau-là. Mais il y a aussi, on a parlé de topologie logique. Alors qu'est-ce qu'on entend par topologie logique? En fait, c'est ce que le logiciel ou le protocole laisse voir du réseau physique sous-jacent. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire c'est l'autre fois lorsqu'on a parlé de ça, on avait parlé de technique d'accès au support. Comment se fait l'accès au support? Alors il ne faut pas oublier qu'on a dit qu'on est sur un réseau local. Et sur un réseau local, il y a plusieurs stations. Et sur ces stations-là, on rentre en compétition, on va dire, pour accéder au support. Parce qu'à un instant donné, il faudrait qu'il y ait une seule station qui utilise le support pour qu'elle puisse envoyer ses trames, etc. Donc,
la question de la topologie logique, comme a dit votre camarade, c'est la technique d'accès. C'est comment sont organisées les stations lorsqu'ils veulent accéder au support. Maintenant, il faut savoir une chose, on peut avoir, ou là on peut construire une topologie logique d'une certaine forme sur une topologie physique différente. Il a par exemple Token Ring, le réseau Token Ring, qui est un réseau en anneau, et dans lequel les stations sont organisées sous forme d'un anneau. D'accord? Sous forme d'un anneau. Il y en a qui ont la topologie physique, c'est un anneau, mais la topologie logique aussi, c'est un anneau, parce que les stations récupèrent le jeton dont on a parlé d'une manière séquentielle selon leur position sur le réseau. Il a l'anneau, un cercle, la première station, quand elle va lâcher le jeton, c'est la station li tabaha في l'anneau, l'ordre circulaire, c'est elle qui a le droit de récupérer le jeton. Et ainsi de suite. Donc, on a un anneau sur un anneau. Logiquement, c'est un anneau et physiquement, c'est un anneau. Par contre, il y a possibilité d'avoir, par exemple, un anneau sur un bus. Ça, c'est le cas d'un réseau dont on a parlé l'autre fois. Parmi les exemples dont on a parlé, on avait parlé de Token Ring, on avait parlé d'Ethernet, on a parlé de Token Bus, si vous vous rappelez. Le réseau Token Bus, c'est un réseau dont la forme physique est un bus, ou c'est un bus physiquement, Ethernet, logiquement, il se comporte comme un anneau. Alors là, je peux peut-être je vais essayer de je vais voir si j'ai un schéma qui permet de montrer ça. Voilà. Alors, vous voyez ce schéma-là. Est-ce que vous voyez ce bus, ce réseau? Oui, très bien. Vous voyez le pointeur de la souris quand je suis en train de le déplacer, etc. Bien. Alors, regardons l'exemple. C'est un schéma d'un réseau sous forme d'un bus. C'est une topologie en bus. Vous voyez le bus, qui compte un câble. Il y a un câble, classiquement c'est comme ça. Aujourd'hui, bien sûr, les réseaux au niveau informatique, ou principalement, il y a des choses comme ça, c'est au niveau industriel, dans les réseaux locaux industriels, etc. Mais au niveau informatique, il n'y a plus pratiquement ils ne sortent plus. Il mais aujourd'hui, bien sûr, la topologie principalement, c'est une topologie en étoile, qui connaît des switches, des hubs, etc. Prenons le cas, puisqu'on est en train de voir les cas possibles. C'est un bus. C'est un bus où vous voyez les stations sont connectées en T avec des connecteurs des transceivers, on appelle ça des transceivers ou des connecteurs en T qui permettent de connecter chacune des stations avec le bus. Alors, le token bus, le réseau token bus, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un jeton. Ethernet. Ethernet, l'autre fois, on avait dit, il utilise la technique que nous avons appelée CSMA, CD, les rarjoulia en détail. ولكن نشوفوا هذا le cas ديال التوكن باس. هنا تيكون عندنا un jeton qui circule sur le réseau. كاين واحد le jeton. شنو هو un jeton قلنا المره الاخرى؟ Un jeton, c'est une trame qui circule sur le réseau. Il est un réseau circulaire. Je ne sais pas un exemple, voilà. Mais si je connais un réseau بحال Token Ring هكا, vous voyez, le jeton, il circule, qui douze de la station, elle a dit, ou de la station, s'il a besoin du jeton, il va le récupérer et envoyer cette trame. La trame il fait le tour, il récupère sa trame, le réseau, et la remplace par le jeton. Ou fait le jeton, il peut être récupéré par la station suivante. Vous voyez, donc la forme, c'est un anneau, où la technique d'accès se comporte aussi comme un anneau logique. Les 9 stations, chacune des stations
peut récupérer le jeton dans cet ordre-là, l'ordre de circulation l'ordre de l'anneau. ولكن imaginons le cas d'une topologie en bus fait un jeton. Le jeton, comment il va circuler? Non. Alors, le jeton, il circule. Le bouchon, on appelle ça le bouchon terminateur ou la résistance de terminaison le réseau. Qui يمشي من هنا حتى لهنا. وعاوتاني ملي كيوصل هنا il est réfléchi كيعاود يرجع le jeton. Vous voyez كيبقى يمشي ويجي يمشي ويجي. هذا le jeton c'est une trame. كتبقى غادية جاية. Alors, lorsqu'une station a besoin d'envoyer des trames, une station a une trame à envoyer. Maintenant, supposons le jeton qui fait de la position, la souris. D'accord? Quand il va venir, supposons qu'il est récupéré par de la station. D'accord? Il va le récupérer, il va envoyer sa trame. Jette la trame d'elle. D'accord? Alors, quand la trame revient à la station, il la récupère. Il doit lâcher le jeton. Lorsqu'il va lâcher le jeton à de la station, il dit quelle est la première station qui peut le récupérer? Bien sûr, physiquement, on est bien d'accord. Non, le jeton, c'est une trame géante sur le support, où les stations ont accès au support. Donc, il y est normalement qui est censé le prendre. وإلا مشينا بهاد لا لوجيك هكا ملي نكملوا هادي il va le reprendre après وهادي après وهادي après وهادي après puis il arrive à cette station اللي هي هادي l'avant-dernière puis après il arrive لهاد la station هادي le serveur par exemple. Le serveur il va récupérer le jeton et l'utiliser. Lorsqu'il va le lâcher, quelle est la station physiquement qui peut le récupérer? Normalement, il y a la station qui est juste à côté. On est bien d'accord. ولكن إلا كان le protocole بحال هذا الشكل que je viens de décrire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce protocole-là? شنو تقدروا تقولوا عليه هذا البروتوكول qui fait comme ça, comme je viens de décrire? Est-ce que vous avez une remarque sur ce protocole, sur cette technique d'accès? Le jeton il a été utilisé par de la station que je suis en train de montrer le serveur. Il est injuste, très bien. Le serveur. Le serveur, il est la plus proche le serveur, donc c'est elle qui va. Donc c'est une technique qui n'est pas équitable, qui n'est pas juste, parce qu'il permet à certaines stations d'utiliser le jeton plus qu'une fois, alors que d'autres, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, or, parmi les caractéristiques d'une technique d'accès, ça de préférence juste, équitable. Et c'est pourquoi, le réseau token bus, qui est un bus, mais qui utilise un jeton, il va donner un ordre aux différentes stations qui ont un anneau. Autrement dit, supposons que la station, le serveur, ou le numéro 1, هاد لا ستاسيون نعطيوها لو نيميرو 2 هادي 3 4 5 puis غنطلعوا الفوق هادي 6 7 et 8 عندنا هنا 8 د لي ستاسيون sont numérotées de 1 jusqu'à 8 en commençant par le serveur sous forme par exemple circulaire. واخا هو la forme circulaire n'est pas obligatoire. ممكن نقول هادي 1 وهادي 2 par exemple وهادي 3 وهادي 4 ولكن pour simplifier حنا غنقولوا ils sont numérotés dans cet ordre. Le serveur qui est 1, on a le texte, on prend 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, dans ce cas-là, une station, chacune des stations doit connaître son prédécesseur ou le successeur d'elle. Maintenant, la station, c'est la station numéro 3. Le prédécesseur d'elle, il y a la station numéro 2, il y a dit. Le successeur d'ILA est la station numéro 4, IED. Et donc, une station ne peut récupérer le jeton la station qui la précède dans l'ordre. Lorsqu'il libère le jeton, il ne peut être pris que par la station qui la suit dans l'ordre. Et comme ça, la topologie logique de le réseau, je me rappelle,
غتولي sous forme de quoi? Sous forme d'un anneau. Physiquement, ils sont sous forme d'un bus. Voilà, très bien. Donc ici, par exemple, lorsque, par exemple, on va imaginer que le jeton le bouchon terminateur qui se trouve sur la droite, lorsqu'il revient, quelle est la station qui va le prendre? Il y a la station qui se trouve ici. La dernière qu'il a utilisée, c'est celle-là. Il y a la station numéro 5. Il l'a lâché, il va être récupéré par la station. La station, lorsqu'il le libère, il ne peut pas lorsque le jeton est libéré par la station numéro 5, il va être récupéré par la station numéro 6, et lorsqu'il va le lâcher, il va continuer son chemin jusqu'au bouchon terminateur. Il y a la même station, c'est la première qui va le rencontrer. Donc, mais il ne peut pas le prendre parce qu'il va le lâcher, il va le laisser passer. Maintenant, en passant, il va trouver la station numéro 5. Elle aussi ne peut pas le prendre parce que ce n'est pas la station suivante, ce n'est pas le successeur de la station. Et donc, il va le laisser passer jusqu'à ce qu'il arrive à la station, et il va le prendre. Et ainsi de suite. Il va être récupéré par cette station-là, la 8e. Il va le laisser, le libérer. La 2 et la 3, ils ne vont pas le prendre. Le serveur, il y a la station 1 qui peut l'utiliser, le libérer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un exemple d'une topologie logique en anneau sur une topologie physique en bus. Vous voyez, c'est ce qu'on dit au niveau de cette phrase-là. D'accord? Donc là, c'est la possibilité de construire une architecture, une topologie logique en anneau sur une topologie physique différente, en bus par exemple. D'accord? Et aussi, il a peut-être le schéma, par exemple, c'est une topologie en quoi, physiquement? C'est une topologie qui est en étoile, bien sûr. D'accord? Vous avez un concentrateur, un hub, ou là, ça peut être aussi un switch, où on a des stations qui sont connectées. Chaque station est connectée à un port, le serveur, etc. Donc, ils sont physiquement en étoile. Il faut savoir une chose. Un hub, un concentrateur, ou un hub, il se comporte comme un bus. Ça veut dire que lorsqu'une station envoie un message, le hub, il le diffuse sur l'ensemble des stations. Un bus, lorsqu'une station envoie un message, la station, lorsqu'il envoie une trame, la trame, il est diffusé sur le bus et toutes les stations la reçoivent. Celles qui sont concernées et celles qui ne le sont pas. D'accord? Bien sûr, seules les stations concernées utilisent la trame. باش يعرفوا راسهم واش concernés ou ne sont pas concernés, c'est à partir, bien sûr, de l'adresse de destination qui est sur la trame. D'accord? L'adresse de destination qui se trouve sur la trame. Voilà. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a lorsqu'on parle de topologie, on parle de deux types de topologie. Topologie physique et topologie logique. Topologie physique, c'est la forme du réseau, n'importe laquelle, forme physique du réseau, étoile, bus, anneau, cascade, arborescence, etc., les maillets, etc., les topologies physiques possibles. Aux topologies logiques, c'est la technique d'accès au support qui peut être différente de la topologie physique. Les exemples, étoile, par exemple, un anneau sur bus, ou la bus sur étoile, par exemple. Alors, les trois topologies maintenant de base, les le premier semestre, qui ont été normalisées,
vous met bien sûr le bus, l'étoile et l'anneau, mais bien sûr, ça c'est la base, mais on a d'autres topologies qui généralisent les trois topologies de base, à savoir l'arborescence, etc. Donc là, vous avez la topologie en bus, les stations sont reliées directement sur un câble. L'exemple que je là sur le schéma tout à l'heure, donc vous avez un bus et un câble, on a un ensemble de stations qui sont connectées sur ce bus-là sous forme de connecteurs en T, des transceivers, etc. Ici, donc, sur les cartes, on met les cartes réseau, on va mettre des connecteurs en T, comme l'exemple de tout à l'heure. Ou bien sûr, le câble, c'est un circuit ouvert qui se termine par deux bouchons, les deux terminaisons qui permettent de récupérer les signaux et les refléter. D'accord? Alors, les stations émettent sur le bus, toute l'information ou toutes les trames sont diffusées sur ce bus-là. Ça peut être, par exemple, un câble coaxial, mais aussi ça peut être, généralement, c'est le câble coaxial qu'on a utilisé dans les premiers réseaux. Donc, on a utilisé un câble coaxial. Alors, l'autre topologie, c'est la topologie en étoile. Donc, vous avez un ensemble de stations qui sont reliées à un équipement d'interconnexion. L'exemple de tout à l'heure, on a montré un hub, mais ça peut être un switch, etc. Un hub, bien sûr, toutes les stations sont connectées le hub directement sous forme dans des ports, par exemple. L'exemple, vous avez le hub, c'est un concentrateur, c'est un équipement fait plusieurs ports. Chaque station est reliée à un port directement. Bien sûr, les câbles, qui sont encastrés, qui sont le mur, ou des goulottes, jusqu'à une salle, par exemple, dans laquelle on va trouver une armoire avec un ensemble de hubs, de switches, etc. Et les stations sont connectées, donc les hubs, bien sûr. Un hub, il peut avoir 8 ou la 16 ou la 24, la 32 ports, voire plus ou le moins, etc. Alors, les informations sont diffusées par le hub. Le hub, il se comporte comme un bus. Il reçoit une trame qui est diffusée à l'ensemble des ports. Donc, quand on les stations Kemlin, là, on est connecté à un bus. Les câbles, bien sûr, on utilise plusieurs types de câbles, principalement le paire torsadier ou bien les fibres optiques. Troisième topologie, c'est un anneau. Les stations sont reliées, bien sûr, entre elles selon un sens de transmission, un sens de circulation unique, ou bien sûr, il y a des stations où chaque station, il peut voir ce qui se passe sur le support. D'accord? Il y a, par exemple, des trames qui circulent, notamment, par exemple, le jeton, qui est une trame qui circule tout le temps. Et là aussi, on peut avoir un anneau à base de câble coaxial. Ça, c'était les premiers réseaux Tockenring. Mais après, on a utilisé de la paire torsadier ou bien carrément de la fibre optique, comme c'est le cas du réseau FDDI. Voilà donc les trois topologies de base, le bus, l'anneau et l'étoile, ou bien sûr des architectures, des topologies généralisées. Par exemple, là, vous avez un ensemble de hubs, de switches qui sont interconnectés. Donc aujourd'hui, on est plus proche de quelque chose comme ça ou bien comme ça que ces choses-là. D'accord? Donc là, c'est généralement un réseau qui est limité. Vous avez un nombre de ports limité, donc le nombre de stations ne peut pas dépasser le nombre de ports. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a par exemple un équipement, un switch avec un ensemble de stations? Si le nombre de stations dépasse le nombre de ports de notre hub ou de notre switch, qu'est-ce qu'on fait? On va acquérir un autre switch ou un autre hub et on va les interconnecter bilatéralement. D'accord? Un hub, un hub, un switch ou un switch avec un switch. Et puis après, on va connecter d'autres stations. Donc, on va étendre le réseau. Le nombre de stations connectables va augmenter. D'accord? C'est ça, en fait, si vous voulez, l'intérêt. Donc, c'est d'étendre le réseau. Bien sûr, les connexions entre les stations et les hubs ou bien les switches, on va utiliser généralement, on a dit, des
de la paire torsadée, d'accord? C'est des câbles RJ45 en général, avec des connecteurs RJ45, des câbles en paire torsadée. Et on va parler de la distance, généralement entre une station et le switch ou bien le hub, il ne doit pas dépasser les 100 mètres. On a déjà parlé de ça lorsqu'on avait parlé des bus. Les bus, un segment d'un bus, il ne peut pas dépasser 500 mètres. Bien sûr, on peut connecter plusieurs segments entre eux avec des répéteurs, avec par exemple, des équipements qui interconnectent deux bus, d'accord? Et dans ce cas, on peut avoir un segment de 500 mètres avec un autre segment de 500 mètres, mais qui sont connectés grâce à un répéteur. Un répéteur, un hub, ولكن فيه seulement deux ports. Un port sur le premier segment et un autre sur le deuxième qui permet d'interconnecter les deux. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise des hubs multiports, des répéteurs multiports, des hubs, des switches. Et dans ce cas, les différentes stations sont connectées sur un switch ou sur un hub. La distance entre la station et le hub ne doit pas dépasser 100 mètres. Par contre, si on a, par exemple, si je prends le cas, on a plusieurs bâtiments, le cas de l'EMI, par exemple, vous avez des bâtiments, dans chaque bâtiment, les départements, il y a des réseaux. Donc, on va trouver, par exemple, au département informatique, un ensemble de switches et de hubs, d'accord, auxquels sont connectées les différentes stations qui sont connectées au réseau par câble. Mais pour interconnecter un bâtiment avec un autre bâtiment, d'accord, il y a un switch qui se trouve dans un bâtiment avec un autre switch qui se trouve dans un autre bâtiment, on a deux possibilités. Soit, si la distance il ne dépasse pas 100 mètres, on peut les interconnecter avec de la paire torsadée, c'est possible. Mais si ça dépasse les 100 mètres, alors généralement, on va utiliser de la fibre optique parce qu'avec la fibre optique, la distance va augmenter. D'accord? La distance va augmenter et par conséquent, et c'est d'ailleurs ici à l'IMI, nous avons ce qu'on appelle une étoile optique. Ça veut dire un switch auquel sont connectés plusieurs switches dans les différents départements sous forme de fibre optique. Mais à l'intérieur d'un département, on utilise de la paire torsadée. Ça, c'est le schéma typique qu'on trouve en général. D'accord? Donc, on utilise de la fibre optique entre bâtiments et on utilise de la paire torsadée entre les stations et les différents switches. Bien sûr, un switch, il a en général des connecteurs RJ45, paire torsadée, mais en général, les switches actuels, ils contiennent aussi des ports pour fibre optique, parce que les connecteurs sont différents. Bien, alors là, vous avez une petite comparaison entre les trois topologies dont on a parlé, bus, étoile et anneau. Bien sûr, chacune a des avantages et des inconvénients. Donc, rapidement, on peut dire que lorsqu'on a un bus, l'intérêt d'un bus, c'est principalement économie de la longueur du câble, parce que vous avez un câble sur lequel sont connectées les différentes stations. D'accord? Un support, lorsqu'on utilise de la paire torsadée ou un câble coaxial qui est peu coûteux, qui est simple à mettre en place. Donc, vous avez un câble, vous avez des bouchons aux extrémités et après, vous avez des transceivers, des connecteurs qui permettent de connecter les différentes stations et c'est facile à étendre parce qu'on peut toujours ajouter d'autres segments. Il y a un segment de 500 mètres, on peut l'étendre par d'autres segments en utilisant des répéteurs, par exemple. D'accord? Alors, l'inconvénient principal dans un bus, c'est le nombre de stations. Lorsque le nombre de stations est grand, le trafic va être important et donc on aura une lenteur au niveau de l'envoi-réception, surtout si on utilise la technique CSMACD, qui est une technique un peu probabiliste, un peu aléatoire. C'est-à-dire, je vais aller en détail par la suite, lorsqu'on étudiera le cas d'Ethernet. D'accord? Pourquoi? Parce que dans cette technique-là, une station n'a pas on va dire, une garantie d'un temps maximal pour recevoir, pour avoir le droit d'accès au support. C'est ça le problème qui se pose dans ce cas. Donc, il doit rentrer en compétition avec d'autres stations, etc.
Alors, la deuxième topologie, c'est la topologie en étoile, qui est la plus utilisée aujourd'hui. L'administration, elle est centralisée. Donc, ça donne les avantages du centralisé, parce que là, vous avez des équipements d'interconnexion, des hubs, des switches, mais ces hubs et ces switches-là, ils sont quelque part dans une armoire et qui sont gérés par une personne facilement. Qui a dit que l'armoire, il va trouver les switches, les hubs, etc. Il peut faire les manipulations qu'il veut d'une manière centralisée. D'accord? Il peut permettre à certaines stations d'accéder au réseau et d'autres non. Bien sûr, lorsqu'on est dans un réseau câblé, le Wi-Fi, etc. Donc, non, l'administrateur du réseau, il peut débrancher, par exemple, un câble RJ45 d'une prise donnée. Et comme ça, par exemple, dans mon bureau ici, il y a deux prises. D'accord? Deux prises RJ45 que je peux, par exemple, utiliser. Je peux accéder au réseau à travers un câble RJ45. Mais par contre, si au niveau du switch, l'administrateur débranche l'autre bout du câble qui arrive jusqu'à mon bureau, moi, je n'ai plus accès à travers le support, à travers le câble. D'accord? Vous voyez, donc c'est une gestion centralisée du réseau. L'inconvénient, bien sûr, principal, c'est justement l'équipement, le hub ou bien le switch. Si on a un seul switch et qu'il tombe en panne, le réseau est bloqué complètement. D'accord? C'est ça l'inconvénient principal, ou un hub, ou etc. Pour l'anneau, c'est un accès égal pour toutes les stations, parce que la technique de l'anneau, c'est le jeton, et donc il y a une certaine garantie pour chacune des stations de récupérer le jeton au bout d'un certain temps maximal précis. D'accord? C'est un avantage. Une station, elle peut attendre son tour tranquillement. C'est qui gère le jeton, il peut récupérer et utiliser le réseau. L'inconvénient principal, c'est que lorsqu'un ordinateur tombe en panne, le réseau risque d'être bloqué. C'est ça un des inconvénients majeurs de la technique du jeton, du réseau sous forme d'un anneau. Pourquoi? Parce que les stations, elles participent au transfert du jeton. Dès qu'il y a la station qui gère le jeton, il le récupère et il le copie. Il le copie sur sa carte réseau, il copie de sa carte réseau vers le support de transmission. Et lorsqu'une station tombe en panne, le problème c'est qu'il ne peut plus faire ça. Et donc il va bloquer le réseau. C'est ça le problème qui se pose. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans un réseau comme Ethernet, en bus ou là en étoile. Dans une étoile, lorsqu'une station tombe en panne, je reviens avec le schéma de tout à l'heure, non, il y a plusieurs stations qui sont connectées à le hub. Supposons que la station est tombée en panne. Le reste du réseau continue à fonctionner tranquillement. Il a une panne, donc mais il ne peut pas communiquer, ou le reste du réseau, les autres machines, peuvent continuer à fonctionner correctement. Par contre, avec 9 nano, remarquez chacune des stations a accès au support, mais qui imaginons une station qui récupère le jeton et qu'elle tombe en panne. Elle est chez Mouchkil, ou la TFAT, ou j'ai un virus, je ne sais pas moi, il est bloqué. D'accord? Alors, dans ce cas-là, les autres stations vont être aussi bloquées. Donc, le réseau en entier, il se bloque. Il y a une station est bloquée. C'est ça l'inconvénient majeur ici. Par contre, sur un bus, non. Lorsqu'une station tombe en panne, le réseau continue de fonctionner. Il ne va plus envoyer ou la recevoir, mais le jeton il continue à circuler. Il a un jeton, là, les stations continuent à accéder au support avec la technique CSMA-CD si ils utilisent cette technique-là. Donc, ils ne sont pas dérangés par la station qui est tombée en panne. Voilà, donc là, c'est un petit tableau qui compare les trois topologies de base, les avantages et les inconvénients de chacune de ces stations-là. Alors là, justement, on va parler des supports de transmission. On a dit tout à l'heure qu'il y a bien sûr les câbles de cuivre qui sont symétriques ou asymétriques.
Par exemple, là, le cas de la perte torsadée, on parle d'un câble symétrique parce qu'on a des fils, 8 fils, d'accord? Et les conducteurs sont de même nature. Là, on a un câble coaxial, non, les conducteurs sont de nature différente. Non, un câble, un fil, le cœur, le support, وكاين une tresse ديك الشبكه اللي كتكون دايره le câble coaxial بحال l'antenne ديال la télé. La télévision, vous l'avez bien sûr, vous le connaissez bien sûr tous. فيه واحد le cœur, donc le câble en cuivre qui est au milieu, le fil en cuivre, وعنده واحد la tresse اللي هي ديك الشبكه اللي دايره عليه. Donc هنا donc les deux sont différents, sont de nature différente. Alors, les câbles qui sont utilisés maintenant. On a 3 types de câbles qu'on peut avoir pour interconnecter des équipements. Vous avez un câble droit qui permet de connecter les cartes réseau d'un PC par exemple avec un équipement d'interconnexion. D'accord? On utilise un câble droit. Mais c'est un ordinateur, un PC avec un switch, ou un ordinateur avec un hub. Ou là, par exemple, un mini-ordinateur, etc. L'essentiel, vous avez un ETTD avec un ETCD. On utilise un câble droit. Par contre, il y a 2 équipements de même nature. Un PC avec un PC, un switch avec un switch, un hub avec un hub. Là, on utilise ce qu'on appelle un câble croisé. Alors, câble croisé, câble droit, ça veut dire quoi? Un câble paire torsadé, tu connais fait les fils. Ces fils-là sont numérotés et ils ont des couleurs. D'accord? Un nombre des couleurs différentes. Pour les distinguer justement. 2 pour la transmission, 2 pour la réception, et puis le reste, parfois ils sont utilisés, un pour la masse, etc. Certains sont utilisés, d'autres non. On va parler tout à l'heure des exemples de cas de réseaux réels pour voir quels sont ceux qui sont utilisés, ceux qui ne sont pas utilisés, etc. Donc, lorsqu'on a 2 équipements de même nature, on utilise des câbles croisés. Croisés, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'émission dans un cas, ça تكون هي la réception dans l'autre. ما يمكنش نصيفطوا في واحد لو كابل وفي الاخر حتى هو كيصيفط منه. عندنا هذا ليكيبمون هذا il envoie sur le câble, on va dire le fil numéro 3 وهذا il envoie sur le fil numéro 3, donc غادي يكون عندنا 2 signaux qui vont rentrer en collision. Donc il a كان هذا كيصيفط sur 3, هذا il doit recevoir sur 3. Ou inversement, il a كان هذا مثلا كيصيفط sur le fil 1, هذا il doit recevoir sur le fil 1. Donc en fait, les câbles sont croisés lorsque les équipements sont de même nature. Il y a les équipements de différentes natures, alors là on utilise un câble droit. Il y a un troisième type de connexion, ce qu'on appelle les câbles console. Il est complètement inversé, 1 avec 8, 2 avec 7, etc. Et qui permet de connecter, par exemple, les équipements switch ou la routeur au port console du PC. Non, généralement, c'est une connexion particulière. Par exemple, je connecte un PC avec un routeur pour configurer le routeur. Généralement, on va utiliser le câble console. D'accord? C'est un port généralement qu'on va trouver dans. En général, on trouve un seul port comme ça, dans un switch ou dans un routeur. Les hubs, non, parce qu'ils ne sont pas configurables. Les équipements qui sont configurables, principalement, c'est les routeurs. On peut se connecter à un routeur pour l'administrateur d'un réseau peut se connecter sur le câble console avec un routeur pour le configurer. Parce que le routeur ou le switch, c'est des équipements, c'est des boîtiers, ils n'ont pas d'écran, etc. Donc si on veut les configurer, on doit se connecter à partir d'un PC et essayer de les configurer. Alors, maintenant la question du câblage d'un réseau. Donc il faut câbler pour mettre en place un réseau.
Et ce câblage-là, bien sûr, il doit être bien étudié pour permettre d'avoir un réseau qui soit utilisable pour une longue période. Les Kenjun diront un câblage, généralement, ça coûte de l'argent et c'est un peu lourd en termes de non seulement d'investissement, mais de travaux. Câblage, généralement, ça implique qu'on doit creuser des murs, dans des murs, on doit faire passer des goulottes, on doit, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tout le temps. Parce que c'est coûteux, parce que ça dérange, etc. Et donc, ملي كنكونوا نديروا le câblage, في الأول, il faut bien étudier la chose pour optimiser les coûts d'installation et d'exploitation d'abord, pour permettre une souplesse dans l'exploitation et la sécurité. D'accord? Il ne faut pas intervenir tout le temps sur la partie qui est fixe ou la qui est encastrée d'un câblage. Il faut se conformer aux normes internationales. Donc, il faut prévoir le futur. L'administrateur du réseau, les ingénieurs qui s'occupent d'un réseau, sont l'évolution des choses. Comme ça, l'investissement qu'ils vont faire, il doit être amorti. D'accord? Une maison, pour vous donner un exemple, pour vous simplifier la chose, pour mieux comprendre, une maison, un bâtiment, on va mettre en place plusieurs réseaux. Je nomme les réseaux les candidates. Dans une maison, par exemple, quel est le réseau électrique, par exemple, quel est le réseau, quel est le téléphone, effectivement aussi, quel est l'eau, voilà, le réseau de plomberie. Il y a le réseau de télévision aussi. Tu connais un parabole, une antenne, etc., sur la terrasse, sur le toit, etc. Ou c'est des réseaux qui sont faits pendant la construction de la maison. Maintenant, lorsqu'il y a la conception de la maison, خصنا نكونوا عارفين plus ou moins فين بغينا نديروا les prises. ماشي حتى نبنيو ونساليو ونصبغو etc. وعاد نتفكروا نقولوا خصنا نديروا une prise هنا. Alors là, c'est coûteux, c'est dérangeant. لأن خصك تحفر الحيط وخصك دوز الخيوط encastrés par des tuyaux باش توصل لهذيك البلاصه اللي بغيت دير فيها la nouvelle prise اللي نسيتي ما درتيهاش. Ou après, bien sûr, il faut c'est travail de maçonnerie, etc. Donc, le moment où le câblage, il faut penser à ces choses-là pour minimiser le coût, etc. Il ne faut pas tout le temps creuser, tout le temps, etc. C'est ça l'idée dont on parle ici. Alors, aussi, d'un point de vue utilisation, d'un point de vue utilisateur, il faut prévoir aussi la diversité des flux. Des réseaux, les réseaux quel type de câble de support on va utiliser. Est-ce que c'est le réseau téléphonique répond différent et le réseau informatique ou les deux mélangés, par exemple. Est-ce que par exemple, on va utiliser un support donné. Est-ce qu'on va utiliser un câble coaxial, la paire torsade, et quelle catégorie la paire torsade ou la fibre optique, ça. Il faut bien étudier la chose. Il faut voir le nombre d'utilisateurs qu'on a. D'accord? Le débit qu'on veut atteindre, l'évolutivité, le réseau d'IAN, on a des extensions par la suite dans l'immédiat ou là, dans 5 ans, là, etc. Il faut penser aussi à la mobilité. Lorsqu'on a par exemple un câblage, donc il faut prévoir des prises, des endroits, par exemple, dans lesquels on peut se déplacer. Bon, on dit la conférence quelque part, une salle avec la salle, on fait un câblage, etc. pour prévoir ça. Donc tout ça, il faut réfléchir sur le câblage. Là, vous avez un exemple d'une ferme de brassage, d'un panneau de brassage dont j'ai parlé tout à l'heure. Une salle, l'armoire. Dans cette armoire, on va trouver plusieurs switches ou plusieurs hubs auxquels sont connectés les prises
qu'on a dans le bâtiment. Par exemple, on a au département, on a la salle. هذيك la salle fait l'armoire, هذيك l'armoire fait un ensemble de switches, fait un routeur, fait des switches, fait des hubs. وهذوك les switches ou les hubs, etc. كل واحد عنده واحد le nombre de ports. Ces ports-là sont connectés avec les différentes prises qu'on a au niveau du département. Les salles, les bureaux, par exemple, dans mon bureau, il y a 2 prises RJ45. Les 2 prises qui me dans le mur encastré, qui ont la salle, l'armoire, où ils sont connectés, chacun il va être connecté à le connecteur ou la prise, le switch, un switch donné. Vous voyez? Donc, les prises qui sont centralisées, le panneau, on appelle le panneau de brassage. Il fait les différents switches, par exemple. Alors là, vous avez un tableau qui donne un exemple de paires torsadées qui sont utilisées dans le cas d'un certain nombre de réseaux. Et là, on a un réseau, le réseau téléphonique analogique classique, qui s'utilise seulement 2 fils, le 7 et le 8. Pour l'envoi, pour la réception. Téléphone numérique, c'est la même chose. 2 fils, 4 et 5. Et ça veut dire qu'on peut, avec un même câblage, dire de la téléphonie logique et numérique, par exemple, puisqu'ils utilisent des fils qui sont différents. Il y en a une paire torsadée fait un millier de fils. Un câble à paire torsadée fait un millier de fils. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains utilisent les 8 fils, dans d'autres cas on utilise 4, dans d'autres on utilise seulement 2, etc. Là, le réseau 1000 bases TX, par exemple, qui utilise les 8 fils. D'accord? La même chose pour le réseau 100 bases T. 4 qui utilise les 8 fils, par exemple, etc. Donc, il y a des réseaux qui utilisent le 10 bases T. C'est un réseau à 10 mégabits par seconde. Il utilise la paire torsadée qui utilise les fils 1, 2, 3 et 6. D'accord? Et ainsi de suite. Là, c'est un exemple seulement pour vous montrer que dans certains cas, on utilise les 8 fils, dans d'autres, on utilise quelques fils à la de l'utilisation. Alors, en cas de problème au niveau du réseau de l'EMI, qui va le régler? Alors, bonne question, mais la réponse qu'on a la définition d'un réseau local. Je nous dis un réseau local, c'est un réseau. Je les caractéristiques d'IL. Hein? C'est un réseau qui est privé. Donc, il appartient à une entité donnée. Le réseau de l'EMI, le réseau local de l'EMI, appartient à l'EMI. Alors, qui va régler le problème? C'est l'EMI. Alors, ça, c'est réponse générale. Maintenant, au niveau de l'EMI, en particulier, qui va le faire? Bien sûr, au niveau de l'EMI, il y a un administrateur de réseau, quelqu'un qui s'occupe du réseau. Malheureusement, il part à la retraite à l'Amana. Il est M. Daifi, par exemple. Donc, un bureau en bas de la salle IF1, en rentrant par le département, à gauche, il y a la salle qui est à côté, il y a le bureau de M. Daifi qui gère, qui s'occupe du réseau. Bien sûr, il est aidé par d'autres personnes, mais c'est à ce niveau-là que c'est géré, le réseau de l'EMI. Maintenant, lorsqu'il y a un problème matériel ou un problème qui dépasse les personnes qui sont ici, bien sûr, les MIR vont faire appel aux fournisseurs, selon, bien sûr, l'organisation. Il y a des garanties, non garanties, donc ils vont venir pour réparer. Hors garantie, bien sûr, on doit faire appel à un fournisseur ou à un opérateur et le payer pour ça. Donc, l'EMI doit payer. Un problème au niveau de ta machine. إذا كانت مازال في لا غارونتي يمكن لك ترجعها لعند هذاك اللي شريتيها من عنده. كان فيها ان بروبليم سامبل يمكن لك تريغليه راسك حيت ديالك هذيك لا ماشين ما يجيش شي واحد pour le régler. كانت مازال في لا غارونتي tu peux voir avec le vendeur, le fournisseur اللي عطاها لك. كانت hors garantie ou quand le problème plus grave que tu ne peux pas régler tout seul, alors tu dois demander
spécialiste de te régler ça, mais tu dois payer pour ça. C'est un peu la même chose au niveau de l'email. Bien, donc là, on a parlé des topologies physiques, on a parlé des supports physiques qui sont utilisés. Bien sûr, je suis passé peut-être rapidement sur ça, mais on a un ensemble de, peut-être de, je vais voir si on peut les rapidement pour vous montrer. Donc là, vous avez par exemple un câble coaxial, et là, c'est un schéma qui vous montre un câble. Vous avez la gaine externe, vous avez la tresse, il y a la tresse vous avez le plastique isolant qui sépare la tresse avec le conducteur central. D'accord? Ça, c'est un exemple de connecteur BNC avec le bouchon terminateur, c'est les extrémités d'un câble coaxial dans le cas d'un bus. Donc là, vous avez par exemple la vitesse et le débit dans les câbles coaxiaux. En général, c'est entre 10 et 100 mégabits par seconde. Le coût, il est moyen. Et la taille, le support, il est plus ou moins grande. Et le maximum, la longueur du câble, c'est 500 mètres, dont on a déjà parlé. Alors, la même chose pour la paire torsadée maintenant. La paire torsadé, on l'appelle torsadé parce qu'il est constitué de deux conducteurs qui sont torsadés, ملويين على بعضهم. Donc on a 8 les fils كل جوج ملويين ensemble pour éviter justement la résonance, etc. Alors on peut avoir de l'écrantage ou bien du blindage. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire on peut ajouter des films en aluminium, en plastique, etc. pour protéger plus le support, et comme ça il devient plus insensible au bruit, par exemple. Et donc ça devient un peu plus cher. Donc vous avez la paire torsadée qu'on appelle UTP simple, elle dit, les câbles en main sont torsadés dans une gaine. Parfois on ajoute un écran pour les protéger, ou parfois on ajoute un blindage à de l'écran, comme ça devient plus insensible au bruit, par exemple. La paire torsadée fait plusieurs catégories. Il y a plusieurs types. Donc une catégorie 1, c'est ce qui a été utilisé au début pour c'est ce qu'on utilise aussi pour les réseaux téléphoniques classiques, pour transmettre de la voix, etc. Avec une bande passante de quelques centaines de kilohertz. Ça veut dire que le débit est très faible. Mais c'est un peu normal parce que ça a été utilisé seulement pour transmettre de la voix, qui n'est pas très volumineuse. Après, on est passé les câbles UTP avec 4 paires torsadées, avec 1 MHz de bande passante, donc le débit augmente. Puis la catégorie 3, 4, 5, 6, etc. Et plus on avance, plus le débit devient plus grand et l'insensibilité au bruit aussi devient plus intéressante. Donc là, c'est des exemples de réseau. Là, vous avez un câble UTP, vous avez donc les 4 paires torsadées. Là, le coût, par contre, il est faible, donc il est la moins chère. La paire torsadée par rapport au câble coaxial, il est un peu moins cher. La fibre optique, bien sûr, c'est la plus chère. La longueur du câble, c'est 100 mètres au maximum entre une station et l'équipement d'interconnexion, le hub ou le switch, ou bien entre deux équipements d'interconnexion, un switch par exemple. Alors, la fibre optique, là aussi, il y a plusieurs, on peut la voir sur ce schéma-là. Vous avez la gaine externe, vous avez le renfort, le tube, et puis le cœur. Ouais, la fibre, c'est vraiment le câble qui est à l'intérieur. C'est pas en cuivre, c'est soit en verre, soit en plastique, soit en silice. D'accord? Silicone. Donc, c'est les 3 types de matériaux qu'on utilise pour les fibres optiques. Et maintenant, ce qui est envoyé, c'est une onde lumineuse. D'accord? C'est une onde lumineuse et donc c'est basé sur, bien sûr, la réflexion. Donc, on va envoyer
le signal sous forme d'une onde qui va être réfléchi sur les parois de la fibre. Donc, elle est basée sur la réflexion, etc. Avec bien sûr une très grande vitesse. Voilà les trois types de matériaux qui sont utilisés, la silice, le plastique et le verre. D'accord. Une fibre optique, elle peut être monomode ou la multimode. Ça veut dire on peut envoyer un seul signal sur une fibre, comme on peut envoyer plusieurs signaux en même temps. Il suffit, avec un angle d'incidence, je ne sais pas moins de 45 degrés, donc il y a une autre onde avec un angle d'incidence qui est plus grand, la plus petite. Et comme ça, les deux ondes, ils circulent sur le support. La réception, bien sûr, c'est un connecteur qui permet de distinguer les différentes ondes. Et comme ça, le débit dans les fibres optiques, il peut être beaucoup plus grand parce qu'on peut envoyer plusieurs, dans les fibres optiques multimodes, on peut envoyer plusieurs signaux en même temps, donc plusieurs informations en même temps. Voilà, donc on en a parlé. Maintenant, on va passer à la topologie, la notion de topologie logique. Les topologies physiques, les supports physiques. D'abord, on a un niveau supérieur, les méthodes d'accès, les protocoles d'accès au support, ou ce qu'on a appelé les topologies logiques. Alors, le but du protocole de gestion d'accès au support, c'est justement de régler les conflits. Parce que maintenant, on est dans un réseau local, et dans un réseau local, il y a le support, il est partagé. Le support, il est partagé, et par conséquent, donc il y a conflit d'accès. Plusieurs stations veulent émettre en même temps. Alors, il faut régler ça. Donc, il y a plusieurs techniques qui permettent de régler ça. Historiquement, depuis l'apparition de ces techniques-là et l'évolution dialogue jusqu'à aujourd'hui. D'abord, il y a deux grandes familles de techniques d'accès qui ont été proposées. Il y a certaines qui sont statiques et celles qui sont dynamiques. D'accord? Statique, c'est-à-dire l'allocation du support est préétablie, elle est connue à l'avance, etc. Dynamique, c'est à la demande. Et dans dynamique, il y a aléatoire et déterministe qu'on va préciser par la suite. Commençons par les techniques d'allocation statique. Alors, parmi les techniques d'allocation statique les plus utilisées, vous avez TDMA et FDMA. D'accord? Time Division Multiple Access. C'est la technique TDMA. D'accord? Accès multiple par division de temps. Imaginez, vous avez un support, un canal, qui est partagé par plusieurs stations. Alors, la technique qui est utilisée dans ce cas, et ces techniques-là généralement sont utilisées dans les réseaux téléphoniques, c'est de partager le support entre les différentes stations d'une manière temporelle. Ça veut dire, imaginons qu'on a par exemple 4 stations, la station 1, 2, 3 et 4. Alors, ce qu'on va dire, c'est qu'on va donner le support à la première station pendant un quantum de temps. Par exemple, faites le temps 1, c'est la station 1 qui a le droit d'émettre sur le support. D'accord? Une fois que ce temps se termine, qui est fixe, on va récupérer le support et le donner à la deuxième station, la station 2, qui peut l'utiliser ou non d'ailleurs. Et puis après, on passe à la station 3, et puis 4. Et puis on boucle. Elle حسب le nombre de stations, on en a 4, donc من 4 نعاود ثاني نرجعوا عند la station numéro 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. C'est une division du temps d'accès entre les différentes stations. D'accord? De manière, on va dire, circulaire. La station a le quantum de temps qu'elle peut utiliser. Lorsqu'une station a le support, elle l'a en entier. Ça n'a pas la bande passante du canal كاملة. Ça veut dire le support كامل تستعملوه بوحده pendant un certain temps. Et ainsi de suite. La deuxième technique,
c'est une technique basée sur la division des fréquences, donc on appelle FDMA, Frequency Division Multiple Access, accès multiple par division de la fréquence. Et non, chacune des stations a le support tout le temps. Au niveau temps, ils ont accès au support tout le temps. Mais ils n'ont pas accès au support dans sa totalité. Le canal, le support, il est subdivisé en plusieurs sous-canaux où chaque station utilise une partie de la bande passante. Alors pour imaginer ça, on peut imaginer le support, un tuyau. Imaginez un tuyau, un débit donné. Le tuyau qui gibe avec, on va dire par exemple 40 litres par seconde. D'accord, le débit d'IL. Donc dans le premier cas, TDMA, le tuyau en entier, une station toute seule. Elle récupère les 40 litres par seconde, bouhda. Pendant un certain temps, on va dire pendant 100 millisecondes. On récupère le tuyau, une autre station, et ainsi de suite. Par contre, le deuxième cas, les stations, ils ont accès à l'eau tout le temps, mais ils n'ont pas les 40 litres, puisqu'on a 4, et donc chacune a seulement 10 litres par seconde, mais tout le temps. D'accord? Maintenant, la fréquence, elle est, la bande passante, elle est divisée, elle est subdivisée en plusieurs sous-canaux, et donc chacune des stations utilise un sous-canal tout le temps. Donc c'est ça, deux techniques qui sont statiques. Bien sûr, les avantages devant les techniques d'allocation statique, d'abord elles sont simples, donc les algorithmes ici sont très simples, soit on subdivise les canaux, la bande passante plusieurs canaux et on alloue chaque canal à une station, soit on alloue à chaque station le canal, la bande passante en entier, mais de manière circulaire, sur le temps. D'accord? Donc, ils sont simples et efficaces si le nombre de stations est fixe. Elles sont équitables entre les différentes stations. Bien sûr, c'est des techniques qui sont justes, donc on subdivise donc, de manière équitable entre les différentes stations et donc ça permet un accès régulier au support. Alors, on peut aussi implémenter des mécanismes de priorité. On a la priorité d'une station donnée, une station particulière pour une raison donnée. Et c'est simple, donc il suffit de, par exemple, dans le cas de la fréquence, au lieu de lui donner un sous-canal, on a deux sous-canaux, les autres n'ont un sous-canal, par exemple. Maintenant, les inconvénients, c'est qu'il y a une perte. Ça, c'est le principal inconvénient. Il y a un gâchis au niveau de la bande passante. Pourquoi? Parce que si vous regardez maintenant ce qui se passe dans la technique TDMA, par exemple, imaginons la station 1, elle a le canal, il a envoyé quelque chose. Après, on va lui prendre le canal, on va le donner à la station 2. Imaginons que la station 2 n'a rien à envoyer. Il n'a pas de trame à envoyer. Donc, il va consommer le temps d'une manière bête, parce que donc c'est une perte pour l'ensemble donc c'est de la perte de la bande passante. Donc une station, elle récupère son quantum de temps, même s'il ne l'utilise pas. Idem pour ce cas-là. Par exemple, imaginons la station qui est inactive et pourtant elle occupe de la fréquence ADI qui n'est pas utilisée. Les autres stations ont besoin justement de fréquences pour envoyer, de la bande passante pour envoyer, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une station qui occupe mais qui n'utilise pas. Voilà, donc, principal inconvénient, c'est le gâchis de la bande passante. Il est nécessaire de synchroniser dans le cas de TDMA. Donc, ça veut dire que l'instant donné, on a l'autre station, à l'instant donné, donc le quantum de temps, on récupère
le canal et le passer à la station suivante. Donc, il faut une synchronisation entre les différentes stations. L'inconvénient aussi au niveau donc c'est un inconvénient spécifique le TDMA, mais dans le cas de FDMA, l'inconvénient c'est que bien sûr, si on subdivise le canal en plusieurs sous-bandes, il y a quelques interférences entre les différentes bandes qui sont adjacentes. D'accord? Une bande, mais une autre qui est adjacente, on risque d'avoir des interférences. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on crée un vide entre les différents sous-canaux. Et ça fait perdre de la bande passante. D'accord? Ça fait perdre de la bande passante. Et aussi, à la réception, on reçoit les différents signaux sur les différentes sous-bandes, alors il faut un démodulateur qui permet de décrypter en quelque sorte, de récupérer chacun des signaux sur les différentes sous-bandes. Donc, à les inconvénients, les techniques d'allocation statique. Ces techniques-là, comme j'ai dit, sont en général utilisées dans le cas des réseaux téléphoniques. Parce que dans les réseaux téléphoniques, le temps d'accès au support est limité en général. Quand on appelle quelqu'un, en général, c'est pour quelques secondes ou quelques minutes de discussion. Et après, on laisse le support pour d'autres utilisateurs. Ce qui n'est pas le cas dans le cas des réseaux informatiques. Un réseau informatique, généralement, l'utilisation va être régulière ou sur des périodes qui sont longues. Par exemple, chez Wahed qui me connecte sur son PC pour travailler sur Internet, etc. Alors ça peut durer pendant des heures. D'accord? Pendant des heures, on va me connecter pour faire quelque chose. Par exemple, là, on est connecté pour faire un cours. Ça, c'est pour plus d'une heure. Donc, ce n'est pas une question d'une communication téléphonique de quelques secondes ou quelques minutes. Et donc, si on utilise ces techniques-là, on va perdre beaucoup de bandes passantes. Donc, on fait d'autres techniques. Et c'est pourquoi il y a les techniques d'allocation dynamique. Dynamique, ça veut dire à la demande. D'accord? C'est des techniques d'accès au support à la demande. La station, elle a le support lorsqu'elle le demande. D'accord? Mais si tout le temps, elle a l'accès au support, même si elle est inactive. Donc, les techniques d'allocation dynamique, vous avez une allocation d'une partie ou de la totalité de la bande passante à une station. Il se fait à la demande de celle-ci. Quand une station a besoin de support, il le demande et on va le lui donner. Donc, ceci implique forcément une meilleure utilisation de la bande passante, ou c'est ce qui est utilisé dans les réseaux locaux, ou là les réseaux de manière informatique, de manière générale. Alors, suivant la façon dont on va solliciter l'accès, il y a deux approches. Il y a l'approche aléatoire et il y a l'approche déterministe. Alors, je ne le sais pas. Alors, l'approche aléatoire, ça veut dire que le délai d'accès n'est pas borné. Ça veut dire, ça c'est le cas par exemple d'Ethernet, de la technique aléatoire. Il y a les cas de le réseau Ethernet. On a une station qui veut accéder au support, elle va essayer d'écouter le support. Quand tu chauffes le support, est-ce qu'il est libre ou pas? S'il est libre, il peut envoyer. S'il n'est pas libre, il doit attendre. Attendre combien de temps? Il va attendre jusqu'à ce que le support soit libre. Le moment où il est en train d'attendre, il se peut qu'il y ait une autre station qui veut émettre. Et par conséquent, il va rentrer en compétition avec une autre station. Et ainsi de suite. Donc, le temps d'attente d'une station avant d'avoir le support n'est pas borné. D'accord? N'est pas borné. Mais une limite maximale le temps. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de token ring dont on a parlé. Sur le token ring, une station, il peut calculer, il peut estimer le temps d'attente maximal. Et il va supposer que toutes les stations utilisent leur jeton au maximum. On va estimer le temps, le nombre de stations,
وكيعطيها شحال le délai d'attente. Donc il est borné. On parle هنا de technique déterministe. Voilà. Donc هنا استعملنا deux termes. Alors allocation dynamique ou allocation statique. Statique, قلنا l'allocation est connue à l'avance. Dynamique, l'allocation est faite à la demande des stations. Deuxième chose, l'allocation dynamique, il y a deux cas. L'allocation dynamique, il peut être aléatoire comme il peut être déterministe. Aléatoire veut dire que le temps d'attente pour accéder au support n'est pas borné, ou déterministe. Alors ça veut dire que ce temps-là est borné. D'accord? Parce qu'il y a une seule station qui émet à la fois, et donc, une fois qu'elle termine, elle va passer le jeton à la station suivante, et ainsi de suite. Donc, on connaît à l'avance, si vous voulez, le temps maximal d'attente. Alors, commençons par les techniques d'allocation dynamique aléatoire. Les techniques aléatoires, les techniques dynamiques déterministes. Alors, aléatoire, c'est-à-dire que l'intégralité de la bande passante est disponible pour toutes les stations, c'est-à-dire la première des choses. Donc, la bande passante, elle est donnée à une station. N'importe quelle station peut demander l'accès au support. Donc, il peut le demander. Donc, il y a un libre accès au support. Et ceci implique qu'on peut avoir un conflit d'accès. Conflit d'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il y a par exemple deux stations qui veulent émettre en même temps. Si ils émettent en même temps, alors on va avoir une collision. Imaginez deux stations qui sont des trams. Il y a deux signaux qui circulent sur le support. Donc il y aura une collision entre les deux signaux. Et donc le signal résultant est bruité, n'est pas utilisable. Deux personnes qui ont une salle, جالسين كنسكات كلشي كيسمع à un certain moment جوج بغا يهضروا en même temps. بجوجهم كانوا كيسمعوا لقاو ils ont détecté qu'il y a un silence, c'est-à-dire il n'y a aucune station qui est en train d'envoyer, ils parlent en même temps. ملي كيهضروا بجوج كيدخلوا en conflit. Et donc on parle ici de collision. Il y a une collision entre les signaux qui sont émis par les deux stations. Alors, comment on va régler ça, etc. Il y a plusieurs techniques. Alors, on va les voir chronologiquement. Donc, il y a la technique Aloha. C'est la première qui a été utilisée. Morajet la technique CSMA. Puis CSMA-CD, une amélioration de CSMA. Puis CSMA-CA. CSMA-CD, c'est la technique qui est utilisée dans le réseau Ethernet, I3E802.3. CSMA-CA, c'est la technique qui est utilisée dans les réseaux Wi-Fi. Et AppleTalk, c'est la norme 802.11. Et il y a par exemple CSMA-CR qui a été utilisé dans le réseau RNIS, donc un réseau qui a existé à un certain moment. Donc, pour dire qu'il y a plusieurs variantes de CSMA. CSMA, il a été issu de la technique Aloha. Donc, on va introduire rapidement les différentes techniques en commençant par la technique Aloha. Alors, vous avez la technique Aloha qui a été mise en place par l'enseignant, le professeur Abramson dans les années 70. Donc, première technique d'accès au support qui a été utilisée dans le réseau hertzien dans les îles Hawaï. D'ailleurs, Aloha qui veut dire bonjour, la salut en Hawaï, qui a été utilisée. La technique, il a été appelé Aloha. Alors, c'est quoi l'idée? L'idée, donc, dans les îles Hawaï, donc, dans l'université de Hawaï, donc, le professeur Abramson, l'université a plusieurs sites. Écoles, facultés, etc., dans des îles. Ou bien sûr, l'idée, c'est de construire un réseau entre les différents établissements de l'université et permettre la communication entre les différents établissements. Il y a des îles, bien sûr, là, on a utilisé la communication en utilisant un réseau radio avec des ondes hertziennes. D'accord?
Donc, il y a des antennes sur les différents établissements dans les différentes îles, bien sûr qui sont rapprochés les unes des autres, et qui permet l'envoi et la réception de messages entre les différentes stations. D'accord? Alors, c'est quoi la technique alors? Il y a une station, ça peut être soit en mode émission, en mode réception. Donc, il y a un émetteur ou bien un récepteur. Donc, une station, le protocole ou bien l'algorithme qui a été utilisé au niveau de l'émetteur, la station émettrice. Dès qu'il a une information ou une trame à émettre, il va l'envoyer. Là, le protocole est très simple. L'algorithme est très simple et très spontané. Des personnes qui يهضروا بيناتهم اللي كيكون شي واحد بغى جاتو شي فكره بغى يقولها تيبدا يهضر ويقولها. Donc c'est un peu la même chose. Une station émet dès qu'il a quelque chose à une information à envoyer. Et une fois qu'il va émettre sa trame, il va déclencher un timer, un temporisateur, et attendre un acquittement. بحال اللي كنا شفنا في les protocoles HDLC, etc., LAP-B, etc. au premier semestre. Alors, s'il n'y a pas de réponse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement, soit que la trame a été perdue, l'envoi là, soit que l'acquittement a été perdu, soit que la trame a été envoyée et arrivée, mais arrivée erronée. Mais dans tous ces cas-là, pour l'émetteur, il va considérer qu'il y a un problème au niveau de l'envoi de la trame. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit bien sûr retransmettre la trame. Alors, il va retransmettre la trame et attendre encore une fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à un nombre de tentatives. Parce qu'on peut retransmettre une trame, il ما وصلتش المره الاولى هادشي اللي قلنا حنا حتى au niveau de HDLC ou le protocole de liaison de données qu'on a vu auparavant au premier semestre. Donc on envoie, si on ne reçoit pas d'acquittement, on retransmet la trame. Si on ne reçoit pas d'acquittement, on retransmet la trame une troisième fois, une quatrième fois, etc. Jusqu'à un nombre maximal. On ne peut pas retransmettre à l'infini. Donc lorsqu'on arrive à un seuil maximal qui est fixé par le protocole, ça peut être 10, ça peut être 16, ça dépend. C'est le nombre, c'était 10. D'accord? Maintenant, au niveau de Ethernet, on va voir, le nombre c'est 16. Donc, si le nombre de tentatives de retransmission n'est pas dépassé, on continue à retransmettre. Si on arrive à ce nombre-là, on arrête. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un problème physique grave. Les orages ou là, je ne sais pas moi, une tornade ou au niveau des îles, la transmission, mais c'est donc on va essayer une première fois, deuxième fois, troisième, une dixième fois, ça ne marche pas, on arrête. Ça veut dire que le problème est grave, un problème physique. Maintenant, si ça passe, donc là, on arrête, on transmet la trame jusqu'à ce qu'il arrive au récepteur. Donc, l'algorithme, c'est un algorithme très simple, un protocole très simple. Le récepteur, sa tâche est plus simple encore. Il reçoit la trame, il la traite, qui chauffe, est-ce qu'elle est correcte ou pas. Il chauffe l'adresse, ça le concerne ou là. Si ça le concerne, il regarde la trame, est-ce qu'elle est correcte ou pas, en utilisant le FCS, donc le CRC. Si c'est correct, bien sûr, il va envoyer un acquittement à l'émetteur. Le protocole WAHD, le protocole à Laurent, bien sûr, c'est un algorithme très très simple et qui a fonctionné pour un certain temps. D'accord? Alors, je nomme les inconvénients de protocole principalement le taux de collision qui est très élevé lorsque le nombre de stations commence à augmenter. D'accord? Donc, le nombre de stations claires, ça marche. Mais avec le temps, là où plusieurs stations, ils ont constaté qu'il y a beaucoup de collisions. Et donc, ils ont commencé à essayer de trouver, si vous voulez, des améliorations de la technique alors.
بحال قلنا encore une fois في une salle جالسين حنا كنا 10 الناس ما تيكونش لو بغوي بزاف داكور لانه on n'est que 10 مره كيهضر هذا مره كيهضر هذا مره ايتترا دونك لو نومبر دو كوليزيون تيكون قليل ولكن imaginons qu'on est 60 ou 70 là vous pouvez le remarquer تيكون le bruit لان plusieurs personnes parlent en même temps donc il y a trop de collisions donc le protocole ما كيبقاش performant il ne fonctionne plus correctement alors dans ce cas il faut trouver une solution. Première amélioration, c'est ce qu'on appelle Aloha par tranche, ou la Aloha discrétisée. C'est une amélioration de la technique Aloha. Alors, pour comprendre le point Hadan, et je pense on va s'arrêter après sur ça, je vais vous donner une deuxième méthode. La technique Aloha, vous avez des utilisateurs, des stations, première station, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La technique Aloha classique, n'importe quelle station peut émettre à n'importe quel moment. Donc, par exemple, la station, les trams, etc. Le problème qui arrive, c'est que il suffit qu'il y ait un chevauchement d'un seul bit entre deux trams de deux utilisateurs différents pour qu'il y ait collision et donc le message résultant n'est pas utilisable. D'accord? Il suffit qu'il y ait un chevauchement d'un bit. Le dernier bit, le premier bit de la trame et le dernier bit de la trame, et ils peuvent rentrer en collision, donc ça pose un problème. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On va améliorer de la façon suivante. Au lieu d'envoyer à n'importe quel moment, il y a une station, au lieu d'envoyer une trame à n'importe quel moment, elle doit attendre le début d'une tranche de temps. L'axe des temps, ça c'est le début d'envoi. Pour le temps, ça c'est la deuxième tranche de temps. Troisième tranche de temps, quatrième tranche de temps. Donc, une station, si elle veut émettre, ça tient le début d'une tranche de temps. Il va envoyer. Alors, si on fait ça, on va avoir soit une collision totale entre deux trams, soit pas de collision. Parce que il est déjà la tranche de temps l'oula, quand une seule station qui veut émettre, alors les ils ne vont pas la déranger. Pourquoi? Parce qu'ils vont attendre la deuxième tranche. Mais la deuxième tranche de temps, c'est ce qu'on a dit que la trame, ou la destination. Bien sûr, le temps, la tranche de temps, elle est calculée en fonction de la distance maximale entre deux stations. Et par conséquent, j'ai une deuxième station qui veut émettre, ça tient le début d'une tranche de temps. Alors, ملي كيجي donc la station سيفتات سالات تيبدا deuxième tranche de temps. Il a كانت une seule station qui veut émettre, c'est tant mieux. Ça y est, يمكن لها تصيفط sans qu'il soit dérangé. ولكن إلا كانوا plus d'une station, là il y aura collision. Mais collision totale. داكشي باش قلنا حنا soit collision totale, soit pas de collision. Alors que هنا يمكن يكونوا des collisions partielles qui تزادوا على les collisions totales et par conséquent les performances d'Aloha par tranche sont plus intéressantes que Aloha discrétisée, que Aloha classique. D'accord? Il y a ce qu'on appelle la période de vulnérabilité. Là, on a une trame, d'accord? Ou une autre trame. La trame il va rentrer en collision avec بجوج. Par contre, il y a le temps. On a divisé le temps en des tranches. Alors, dans ce cas-là, la première trame, lorsqu'elle est envoyée, la trame ne peut être envoyée que au début d'une tranche de temps, la tranche de temps suivante. Et par conséquent, donc, la station qui va envoyer la trame, elle va attendre jusqu'à le début de la tranche de temps suivante, et par conséquent, on a une en collision. On va la trame suivante, ça y est, déjà بدات. Donc, il doit attendre la
tranche de temps suivant. Donc, on va minimiser un peu le nombre de collisions. Bien sûr, on ne va pas régler le problème totalement. Alors, on ne règle pas le problème de collision, mais il va le minimiser. Voilà, donc ça, c'est une première amélioration. Les réseaux, on va dire, radio de Hawaï avec le professeur Abramson. Bien sûr, les années 70, on a commencé à avoir des réseaux comme Ethernet. Ethernet, qui est un réseau câblé, mais c'est un réseau radio, le nombre de collisions, ils ont pensé à utiliser la technique Aloha, ou la Aloha par tranche. Ils ont constaté qu'il y a beaucoup de collisions, parce que le nombre de stations est plus grand sur un réseau câblé, ils sont plus rapprochés. Et c'est pourquoi ils ont pensé à une autre technique, et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois, la technique CSMA, qui est l'introduction de la technique, les techniques utilisées dans les réseaux Ethernet. Voilà, donc je vais m'arrêter là, et on va continuer la prochaine fois, à moins si vous avez des questions. On n'arrive pas à accéder au dernier enregistrement du vendredi 26. Oui, c'est vrai, parce que quand il y a un petit problème, j'ai oublié l'enregistrement le test que j'ai fait à vos camarades, ça va être enregistré, c'est pourquoi je l'ai supprimé, mais par, on va dire, confidentialité, ils ont passé un oral où je pense qu'ils ne veulent pas aimer voir ça par les autres camarades, c'est pourquoi j'ai supprimé. Voilà, donc à la prochaine fois, s'il n'y a pas d'autres questions.